Donc ma chaîne qui est baptisée au nom de Pimi en hommage C'est à la vrai? case. Ouais. Salut YouTube, c'est Super Boki. Aujourd'hui, une nouvelle petite interview avec une personne que j'écoute et que j'entends dans mes oreilles depuis maintenant pas mal d'années. Chroniqueur historique de la case rétro, je crois, Hmm. et personne à la culture jeux vidéo immense. Je présente Subi-kun. Salut Subi, comment ça va? Salut, ça va et toi? Bah écoute, très bien, très content de pouvoir enfin t'interviewer, tu vois. J'en ai fait Hmm. quelques-uns avant toi de la case, et là je me Hmm. suis dit, allez, je vais tenter de demander à Soubi voir s'il serait d'accord, et t'as répondu favorablement, donc très très Euh, Ton content. objectif c'est de faire tous les membres de l'équipe? Bah, je vais tenter le full set, Ouais. le full set case rétro. Non mais ouais, bah petit à petit là, ça fera, je crois, c'est la 5e personne avec toi, donc Hmm. ouais, je suis assez content. Et puis en plus, vous avez chacun vraiment vos univers, donc c'est très sympa de pouvoir vous parler comme ça. Et ça me permet aussi de vous découvrir un peu plus vous, ce que vous aimez au niveau du jeu vidéo, plutôt que au global au niveau de la case où Hmm. vous faites votre émission quoi. Ouais. Du coup, Soubi, si tu devais te présenter, voilà, succinctement, mais néanmoins intelligiblement, comment te présenterais-tu? Donc Sublikun de la case rétro, on a fondé la case avec Enfa, Mikado, Looping et Professeur Oz à l'époque. On était tous les 5. Et donc je suis un gros passionné de jeux tout court, que ce soit jeux vidéo, que ce soit jeux de société. Et après, au sein du jeu vidéo en lui-même, je suis un gros passionné de tout style, que ce soit pareil récent ou rétro, mais j'adore en particulier tout ce qui est jeux narratifs, jeux d'action, jeux d'aventure, RPG, JRPG, tout. On Voilà, mais embrasse après Osmo. ouais, après ça peut être même jeu de sport, jeu de course, tout jeu de baston, du moment qu'il y a jeu Ouais, dedans, c'est ça. je plonge à corps perdu quoi. Voilà. D'accord. Donc gros passionné. Euh, donc comme tu dis, tu es un des membres fondateurs de la case. Pour revenir un peu à cette création, ça s'est fait comment? C'est une idée, je vous ai dit, on aime tous le jeu vidéo. Si on faisait une émission autour de ça, parce que ça existait pas trop à l'époque, parce que c'est une émission que les moins de 7 ans, 8 ans ne peuvent pas connaître bientôt. Ouais, bah oui, on fait la saison 10 cette année. Ouais. Elle va bientôt commencer. Je pense qu'il y a nos auditeurs qui commencent à taper du pied sous la table en disant bon, c'est quand que ça redémarre là? Et en fait, ouais, on était tous sur Gameblog à l'époque où il y avait une session communauté qui était assez importante sur le site. Et moi à l'époque, je venais de terminer, c'était donc 2010. J'étais en train de terminer mon doctorat et avec mon ex-compagne, j'avais envie justement de créer un blog qui traitait un peu justement jeux vidéo et tout ce qui touche aux jeux vidéo et notamment tout ce qui est plus la partie artistique du jeu. Donc j'ai créé mon blog comme ça avec elle. D'accord. On a commencé à présenter tout un tas de créations même qu'on faisait ensemble. D'ailleurs, là, à l'arrière de la webcam, on en retrouve certains, dont le canapé Master System qui est juste là, ou les Incroyable. rideaux AirType qui sont là, qui sont pas tirés, mais je peux les tirer, hein, comme ça on peut avoir à fond Génial. AirType. Donc il y a pareil, là on voit un coin de tableau juste là au bout de mon doigt où c'était un tableau de Chrono Trigger qu'on avait fait ensemble. Enfin, il y a on avait fait plein de créations dans Et tout ça, tous les genres. c'est de la création que vous avez fait vous de manière artisanale, si je puis dire. Oui. C'est d'accord. Oui, et donc Incroyable. on présentait ça sur le blog et avec donc les autres membres, on a commencé à se rencontrer en IRL justement parce que chacun avait un blog, chacun avec sa spécificité, on s'entendait bien. Et ça fait déjà depuis un moment qu'on réfléchissait à faire, parce que une des spécialités de Gameblog à l'époque, c'était justement le podcast. Et on s'était dit, bah tiens, c'est sympa, mais il n'y a pas à l'époque, il n'y a pas du tout de podcast sur le rétro gaming. Nous, on adore ça. Est-ce qu'on pourrait pas tous s'associer ensemble pour le faire? Donc, on a commencé comme ça à faire un premier essai, un premier pilote à 4. Donc,
Enfalmir, moi, Mikado Twix et Looping. Et après, donc, une fois qu'on a vu le pilote, on s'est dit, tiens, c'est bon, ça marche bien. On s'est lancé et au début, on était justement que sur Gameblog, on diffusait que sur Gameblog et puis au fur et à mesure, on a commencé à se dire, bon, il va peut-être falloir commencer à essayer de diffuser au plus grand monde et donc on a créé après notre site. Puis au final, vu que la partie communauté de Gameblog a commencé à sombrer dans les méandres d'Internet, on a décidé même finalement d'arrêter sur Gameblog sur Gameblog et de prendre notre indépendance tout court. Et c'est comme ça que la case est devenue la case en tant que telle, quoi, depuis 10 ans. D'accord. Et du coup, le pilote que vous avez fait à l'époque, c'était déjà sur Actraiser ou c'était sur autre chose ? J'en ai plus aucun souvenir. Je sais même plus de quoi on a parlé. Mais en tout cas, ça a bien fonctionné. Oui, ça avait bien fonctionné, mais il y a pas longtemps, là, je m'étais fait la réflexion, je me suis dit, tiens, en fait, on avait parlé de quoi ? Et je sais même pas s'il y a une trace Internet quelque part, je sais même pas si Enfa, même sur son ordinateur, a encore une trace de ce pilote. Je pense qu'il n'existe plus au sein de l'histoire de la case. Et donc je me rappelle plus du tout de quel sujet on a parlé. D'accord. Et au début, au niveau organisation, c'était un petit peu avec les moyens du bord, vous aviez un peu investi sur des micros, des choses comme ça? Ah non, c'était totalement à l'arrache. À base de kit piéton, Ouais, on avait, moi j'avais pris un micro, alors je sais plus, Guitar Hero ou... c'était Guitar Hero. Ouais. Tout le monde avait un peu son micro comme ça à l'arrache, qu'il avait trouvé où il pouvait. Ouais. De toute façon, ça s'entend hein, quand tu réécoutes les premiers épisodes. Entre le rythme beaucoup plus lent et parce que le temps qu'on trouve notre marque, l'habitude, etc. et la qualité sonore, forcément, les premiers épisodes, moi je peux pas les réécouter, hein, c'est trop dur, hein, ça me fait trop mal au cœur. C'est compliqué. Puis à l'époque, vous étiez des minots à l'époque. Quoique non, t'as dit que tu passais ton doctorat, donc t'avais déjà un âge, une certaine maturité. On avait 27, j'avais 27 ans quand on a commencé. Ouais. Par rapport à ces premiers épisodes qui sont un peu, on va dire, expérimentaux dans le sens où vous appreniez le métier du podcast, entre guillemets, parce que vous n'aviez pas vraiment d'expérience à proprement parler dans le podcast, ou vous avez déjà un peu de background avant? On était totalement noob, hein. On a appris au fur et à mesure de le faire, et même toutes les rubriques, justement, maintenant, qui ont fait l'image de la case, se sont faits au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au départ, quand tu écoutais le premier épisode, il n'y a pas la revue de presse, il n'y a pas les anecdotes, il n'y a pas le prix de l'escroc, enfin tout ce genre de choses se sont faits au fur et à mesure. Au début, on a fait, en gros, on venait, on parle d'un jeu, on a bien aimé, pour ça, pour ci, pour truc, et hop, merci, au revoir, c'est fini, quoi. D'ailleurs, les émissions étaient vachement plus courtes aussi à l'époque, hein. C'est vrai. Et du coup, une petite question avant d'embrayer sur la suite de cette interview. S'il y avait un épisode que tu aimerais refaire maintenant avec le format qui est rodé d'aujourd'hui, ce serait lequel? Moi, j'aimerais toujours refaire Chrono Trigger, parce que je peux parler de Chrono autant que j'ai envie, mais en soi, j'ai dit à peu près vraiment tout ce que j'aimais dans le jeu. Par contre, j'ai été plus frustré sur Super Metroid parce qu'on a eu plein de soucis techniques et on a galéré à sortir l'épisode. Donc je le referai bien tout propre parce que le jeu le mérite vraiment. Super Metroid, c'est tellement culte que ça mériterait un épisode bien sans... parce qu'en gros, alors pour l'anecdote, on a fait l'enregistrement. Alors déjà, l'enregistrement avait été super laborieux. On n'avait fait aucun backup. Il y avait que Enfa qui avait sa piste. Et quand il a réécouté donc ce qu'il avait enregistré, sa voix, lui, était, alors je sais plus, soit ralentie, soit accélérée par rapport au nôtre. Je crois que sa voix était accélérée par rapport au nôtre. Donc il a dû, à chacune de ses interventions, faire un ralentissement logiciel. Oh, la catastrophe. Pour remettre à peu près le rythme aux autres, mais sauf que ça lui déforme sa voix. Ça s'entend méchamment. Et donc ça avait fait un épisode complètement... folklorique, quoi. Et comme je dis, on n'avait aucun backup de secours, quoi. C'était... Ouais. Du coup,
peut-être que pour l'année des 10 ans, vous pourriez faire des épisodes remake, genre Super Metroid Remaster. Non, je ne dirai rien. Je ne dirais... tu ne seras pas celui qui craquera sur les épisodes à venir de la saison. Oui, c'est pas comme si c'était un sujet qui traînait depuis un moment dans le... Mais nous ne dirons rien. Oui. Juste qu'il y a de grandes chances que ça arrive. Subikun, on va continuer cette petite interview en revenant dans le passé pour voir le petit Subi. Le Subi qui, pour la première fois de sa vie, découvre ce qu'est le jeu vidéo. Ça se passe comment ? Alors ça se passe Noël. Alors je pourrais pas redire l'année, j'ai toujours un doute. Mais normalement j'avais 4 ans, tout juste. Donc dans la logique, ça doit être Noël 87 ou 88. Je sais plus si j'avais 4 ans ou 5 ans. C'est à une année près, j'ai un doute. C'est peut-être 88. D'accord. Faut revoir avec la sortie de la Master System en France. Je sais plus à quelle année exactement elle est sortie. Mes parents donc m'ont acheté une Master System, le super méga pack de la mort. Qui est quelque part, faudrait que je tourne la webcam, où il y avait donc à l'intérieur la console, les 2 manettes, le pistolet laser et les lunettes 3D, puisque donc à l'époque on avait déjà un système de lunettes 3D. C'est vrai. Et donc, le premier jeu que j'ai eu, alors à part le jeu intégré dans la console, le premier jeu que j'ai eu, c'était Space Harrier 3D. Et c'est là-dessus que j'ai découvert le jeu vidéo. J'ai commencé le jeu vidéo en jouant déjà à des jeux en 3D, tu vois. Je connaissais pas la 2D, moi je commençais direct par la 3D. Toi, t'étais plus avant-gardiste que les avant-gardistes, quoi. La 3D n'existe pas, enfin, la 2D n'existe pas. La 2D n'existe pas. Et d'ailleurs, c'était très rigolo parce que rapidement, comme j'étais tout petit, en plus, des fois, j'avais prêté mon matos à un cousin qui en avait pas pris soin en haute. Et en fait, rapidement, mes lunettes 3D fonctionnaient plus. Et donc, en fait, comme j'adorais toujours quand même Space Harrier, je jouais à la version Space Harrier, mais sans les lunettes. C'est-à-dire que, tu sais, avec les images qui sont en dédoublé. Et donc je m'en fichais, je continuais à jouer quand même comme ça, donc avec les trucs qui sont quand c'était loin, ils étaient je sais plus très distants, et puis en se rapprochant ils sont à la même distance, ou l'inverse, je me rappelle plus. Et donc il fallait à chaque fois que je tire. Et alors quand je voyais les 2 images, ça veut dire qu'il faut que tu tires au centre, tu vois le vaisseau là, et tu tires là au milieu, tu vois. C'était très rigolo. J'avais déjà des très belles expériences vidéoludiques. Des très belles expériences vidéoludiques. Et du coup, pour rappeler un peu comment ça fonctionnait le concept de la 3D avec la Master System, c'est qu'en fait, t'avais ton jeu. Et t'avais tes lunettes. C'était quoi ces lunettes avec bicolore, non? Non, c'était lunettes avec écran LCD actif, c'est-à-dire que en gros, comment dire, t'as tu sais, en technologie 3D, t'as le passif et l'actif. Ouais. L'actif, c'est quand en fait l'écran devient noir pendant un flash de millisecondes, quoi. Enfin, c'est vraiment. Voilà, c'est extrêmement rapide. Et puis après, c'est l'autre écran qui devient noir. Et en fait, en alternant les deux, ça te fait l'effet 3D, puisqu'à chaque fois, ça cache une des 2 images selon l'œil que tu as devant toi. Et donc, et ça fonctionne toujours. Hein. De temps en temps, je me les rebranche. Alors sur les écrans LCD, il y a un problème quand tu les branches, parce que ou OLED ou et compagnie, parce que t'es plus sur la même fréquence de rafraîchissement de l'image. Donc en fait, tu mets les lunettes, mais tu vois clairement que le truc marche plus parce qu'il est pas synchrone avec le taux de rafraîchissement de l'écran. Mais si tu réutilises une vieille cathodique de l'époque, mes lunettes fonctionnent toujours. D'accord. Et c'est encore le pack que t'avais quand t'étais petit que tu es là, ou tu l'as racheté par la suite Alors, ça c'est pareil, c'est toute une histoire qui avait été super chouette sur Gameblog. Donc, la console, avec les lunettes, tout ça, c'est toujours celle que j'avais à l'origine. Mais la Master System, je pense que c'était à l'époque où mes parents, en gros, rapidement, j'ai déballé la console, ils ont jeté le polystyrène, la boîte, etc. Ouais. Parce que bon, ça prenait de la place. Et avec les années, j'avoue que j'ai été extrêmement frustré, devenant collectionneur, en gros, que ma première console, celle d'amour, elle ait pas sa boîte, alors que toutes les autres ont leur boîte, machin, en parfait état, super bien conservée. Et donc, j'ai commencé à partir en quête
en gros d'une console complète en pack, etc. Mais j'arrivais pas à trouver ce pack-là exactement parce que c'était celui-là que je voulais, celui que j'avais eu quand j'étais petit. Ouais. Ceux qui ont été vendus majoritairement, c'était soit le pack avec la console toute seule, juste 2 manettes et le jeu intégré, soit le pack avec la console et le pistolet. Mais le pack avec la console, le pistolet et les lunettes intégrées dans le pack, il y en avait beaucoup. Enfin, c'était beaucoup plus rare. Et donc, avec le temps, un ami qui s'appelle La Secousse, Bruce pour son prénom, savait que moi j'adorais la Master System, et un jour sur Gameblog il poste une photo justement d'un pack qu'il trouve sur une brocante. Je le vois, je fais Bruce, alors je te le dis cash comme ça, c'est le pack que je cherche depuis des années, combien je te le rachète, combien? Et il m'a dit non mais en fait je l'ai pris pour toi. Et donc en fait le pack donc il l'a trouvé à Sens. Et on s'est amusé à refaire tout le parcours de la console. Donc la console est arrivée après jusqu'à Grenoble. Bon, elle est revenue en région parisienne. Mais comme sur la boîte, à l'intérieur, il y avait le nom de la personne, on a commencé à essayer de s'amuser à trouver qui était le propriétaire d'origine et de savoir d'où venait la console. On n'a jamais réussi à contacter cette personne malgré qu'on ait son nom. On lui avait envoyé des mails par... alors c'était pas LinkedIn, c'était Viadeo parce qu'on avait un contact Viadeo, mais on n'a jamais eu de réponse. Mais on aurait trop aimé avoir en gros une interview de cette personne pour dire on a retrouvé ton pack Master System avec ton nom dedans, tes codes, tu sais que t'avais écrit à la main, machin et compagnie. Et maintenant c'est moi qui en prends soin parce que c'est un pack qui me tient énormément à cœur, et on s'était fait comme ça et on s'était amusé à faire toute une carte de France avec les points où il s'était arrêté, parce que donc le pack il est venu, donc il l'a acheté à Sens, il l'a transmis à Mikado Twix qui après l'a ramené à Lyon, et de Lyon je sais plus qui me l'a ramené à Grenoble. Donc la console elle a voyagé. Ouais, c'était super ça. Je veux revenir rapidement sur quelque chose que tu as dit, comme quoi tu avais commencé à collectionner. Aujourd'hui, les années passant, la vie passant, tu te considères plus joueur ou collectionneur maintenant ? Alors maintenant, je suis plus joueur que collectionneur, mais en fait, c'est plus la vie qui m'a imposé de plus être trop collectionneur, parce que donc le Covid n'a pas été très gentil avec moi, et comme j'étais chef de mon entreprise et que ça a été très 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 dur, et que je me suis retrouvé du jour au lendemain à faire une demande du RSA, tu vois, cette année 2020. Forcément je n'avais plus du tout le budget pour m'acheter quoi que ce soit, donc la partie collection c'est extrêmement restreinte. Déjà que j'avais investi toutes mes billes dans ce projet de société, c'est-à-dire que j'avais vraiment mis toutes mes économies, donc si tu veux je me suis retrouvé du jour au lendemain sans plus rien. Donc là, maintenant, on va dire que je sélectionne de manière extrêmement drastique ce que j'achète, ce qui est pas plus mal. Au final, ça m'a aidé à calmer un peu cette discussion collectionneur à acheter et à collectionner et avoir la moitié de ma collection qui est encore sous blister parce qu'en fait, j'ai jamais le temps de les déballer et d'y jouer. Donc au final, maintenant, j'achète un jeu, je le fais. Et ça fait du bien aussi presque de retourner à cette forme de simplicité. C'est ça. Et encore parce que maintenant je commence de plus en plus à migrer vers tout ce qui est abonnement comme le Game Pass, et j'avoue que en fait moi ça me convient quasi parfaitement. Je prends un abonnement, il me coûte à prix très raisonnable, et je sais que quoi qu'il arrive je trouverai un jeu à faire dedans, quoi. Ouais. Donc toi tu fais pas partie de ces gens qui sont totalement contre le démat, t'arrives à y voir du positif quand même. Oui, dans cette période, oui, là où financièrement c'est beaucoup plus compliqué pour moi, forcément je préfère payer un abonnement à 10 € par mois plutôt que de m'acheter un jeu à 50, 60 €. Alors j'achète rarement Day One, et alors là quand je vois les tarifs à 80 €, là c'est même pas la peine. Mais de base je préfère investir là en ce moment en tout cas, je préfère investir dans un abonnement, et éventuellement compléter avec justement les quelques exclusivités que vraiment j'avais envie de faire. Au moment elles sont pas chères, je les prends et je les fais, quoi. Est-ce qu'il y a un jeu actuellement auquel tu as le temps de jouer beaucoup ? Tu joues à quoi en ce moment ?
Alors en ce moment, je joue très peu parce que là, c'est une période où j'ai beaucoup de travail. Ouais, t'es en plein rush, ouais. Bah, j'essaye toujours de maintenir à flot ma société parce que donc Oui, elle a survécu au Covid, mais elle est dans un état ouais, assez compliqué. difficile. Et à côté de ça, bah, j'ai dû prendre un mi-temps en collège pour manger, hein, et Ouais, arrêter de prendre du RSA, et ce qui me permettait de continuer mon activité tout en faisant de l'enseignement. Mais sauf que bon, bah, ça me prend un temps fou de faire les deux bien l'un à sûr. côté de l'autre. Et donc j'ai moins le temps de jouer. Là, on était en période conseil de classe en plus. Alors, je te dis pas le. Ouais, Et sinon, bah, en ce moment, je joue à The Messenger, donc jeu de plateforme néo-rétro, comme on aime le dire en ce moment, qui il y a des choses que j'aime beaucoup, il y a des choses qui en fait c'est pas que me dérange, mais en tout cas je commence à me demander si je vais aller au bout du jeu. Sur le papier, c'est un super jeu, vraiment techniquement tout ça, c'est parfait. Mais j'arrive à un stade où je suis lassé des jeux de plateforme que j'appelle à pattern parfait. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses tout à chaque fois une séquence de plateforme, tu sais, avec tout un tas de manipulations, ouais. double saut, je rebondis sur le mur, le machin ou autre. Ou à la Céleste et compagnie, où moi je me suis vraiment lassé de ces jeux-là assez rapidement. En fait, j'ai adoré à l'époque quand il y avait eu Super Meat Boy, j'avais adoré ce côté voilà un peu hardcore du jeu de plateforme où Die and Retry à donf et etc. Mais rapidement, ce genre m'a de plus en plus lassé. Et là, en fait, comme ils essayent, en fait, au tout le début, la première partie est justement très orientée Ninja Gaiden-like Ouais. en termes d'inspiration, et donc tu parcours et tu fais justement Les tous sauts. tes mouvements, tes skills, etc. Mais après, ils ont commencé, au bout d'un moment, dans le jeu, à essayer de combiner ça un peu à un Metroid-like, donc où tu dois faire des allers-retours, retrouver des endroits où tu n'avais pas pu passer, etc. Sauf que moi, justement, retourner à des endroits et refaire pour aller dans une nouvelle zone tout un tas de sauts bien précis, machin et compagnie, ça me saoule. Déjà que ça m'a assez gavé au premier passage de le réussir, mais y revenir pour y faire de l'exploration, il y a une incompatibilité pour moi avec. Donc c'est dommage, l'histoire est super chouette, ça passe son temps à briser le quatrième mur de manière super sympa, mais je commence à avoir un doute du fait que je vais arriver au bout du jeu, quoi. D'accord, donc ça sera un jeu, voilà, du moment. Pour l'instant, tu y joues, mais voilà, ça sera pas non plus le jeu de ta vie, quoi. C'est Non, pour le clairement, moment, c'est ça ça. va. T'en es pas encore lassé, mais voilà. Là, je crains, parce que ça fait un moment que j'ai pas touché, je crains le moment où je vais remettre les mains dessus, tu vois. Je vais me dire, oh, ça y est, Ouais. là, ça pique. Mais voilà, après, en ce moment, j'aimerais bien me refaire un petit JRPG. J'avoue que ça fait depuis un moment que j'aimerais bien m'en refaire un, donc Ah, ah, j'hésite. voilà, tu as un petit titre en tête où Oh, ton cœur balance. ouais, j'en ai plusieurs, c'est bien pour ça que j'hésite en fait. Je me ferais bien. J'ai Persona 5 qui m'attend depuis un moment il faudrait que je fasse. Il y a le Dragon Quest 11, Draco 11 que j'aimerais vraiment aussi mettre main dessus. Mais en côté de ça, j'aime bien aussi les JRPG rétro. Donc, comme j'ai fait récemment les 2 premiers Breath of Fire, j'ai adoré Breath of Fire 2 malgré quelques petits défauts, mais j'ai trouvé absolument extra sur Super. Là, je me ferais bien Breath of Fire 3 et surtout le 4 parce que le 4 me fait méchamment envie. Donc, tu vois, mon cœur balance entre du JRPG récent ou du JRPG rétro. Je pense que je vais. C'est pas impossible que je parte sur du Breath of Fire 3 une fois que j'ai fini Messenger. C'est un très bon choix. Très très bon choix. Et en parlant de jeux rétro, de jeux qui auraient pu te marquer, on va maintenant arriver au passage où tu vas nous parler d'une petite Madeleine de Proust qui aurait marqué ta vie de joueur. Ouais, il y en a eu tellement. Mais, Dur de choisir. alors, ouais, toujours dur de choisir. Bon, bien sûr, ceux qui me suivent et connaissent savent que j'en ai 3 qui sont vraiment au-dessus de toutes, qui sont Chrono Trigger en 1, qui m'a bouleversé et qui, j'ai envie de dire, gouverne ma vie de gamer encore aujourd'hui. Là, tu vois, je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas fait une run de chrono, tu vois.
Je suis fébrile, ça doit faire longtemps que j'ai pas fait peut-être la 56e fois que je le fais ou un truc dans le genre. Il va être temps que je me refasse une partie. Après il y a Wonder Boy 3 aussi qui est sur Master System, qui est un jeu auquel Incroyable. je tiens énormément, qui est extraordinaire et dont le remake de Lizard Cube est absolument extraordinaire. Bien que j'étais sceptique au début parce que on touchait de manière radicale Ouais. au graphisme de mon jeu d'enfance, donc j'avais très peur, et en fait le jeu est sublime. Et après il y a Super Metroid, c'est le troisième de mon truc. Mais donc pour mon choix que j'aime en Madeleine de Proust, et je sais qu'il peut rebuter certains dans son gameplay, mais que moi j'adore, c'est Valkyrie Profile sur PS1 en JRPG. C'est le jeu qui me file des frissons à chaque fois que je joue à ce jeu-là. L'ambiance, les histoires, tout, je trouve extraordinaire dans ce jeu. Alors, je peux comprendre qu'il y a, d'un point de vue gameplay, dans les donjons, etc., il y a des choses qui déstabilisent, ou du fait qu'il y a beaucoup de texte, parce qu'il y a beaucoup de scénar, il y a vraiment beaucoup de texte. Mais moi, j'adore ce jeu. L'intro, avec Platina et Lucienne, enfin, j'ai les poils qui se dressent à chaque fois que je la vois. Je suis en larmes tellement que je trouve ça fabuleux. Donc pour ceux qui ont jamais fait Valkyrie Profile, que si vous aimez la mythologie nordique, si vous aimez les JRPG, si vous n'avez pas peur d'avoir un Odin avec ses deux yeux, parce que ça avait Gerfo, il s'en remet toujours pas de ça. Si vous aimez tout ça, si vous êtes prêt à vous investir dans un JRPG qui est ultra punchy dans son système de combat, les combats sont extraordinaires. Le seul truc qu'il faut pas que ça vous rebute, c'est qu'il y ait les donjons sont sous forme de plateforme 2D. C'est assez déstabilisant au départ, mais moi j'aime beaucoup. Et le fait il faut accepter que si tu veux avoir la vraie fin, à un moment, faut avoir le guide sur les genoux, parce que c'est très très chaud de comprendre exactement ce qu'il faut faire sans un guide pour avoir la vraie fin. Il y a une mauvaise fin vraiment pas intéressante. Il y a la fin de base qu'on a quand on a fait le jeu normalement, et puis il y a la vraie fin. Et faire l'effort d'avoir la vraie fin, c'est tellement gratifiant pour le joueur que il faut le faire. Faut le vivre. C'est quelque chose. Et surtout qu'en plus, si tu te débrouilles bien entre les différents niveaux de difficulté, entre normal et difficile, pareil, tu n'as pas les mêmes donjons. Ouais. Donc je trouve que ça vaut vachement le coup de le faire une fois en normal, tu te prends pas la tête, et après tu le refais en difficile, et là tu te dépêches, enfin tu te débrouilles pour avoir la vraie fin, et c'est extra. Et du coup, t'as quand même une grosse rejouabilité, du coup, dans le sens où il faut faire plusieurs fois pour avoir une certaine expérience au niveau de ce jeu. Et je te rejoins sur le fait que c'est un jeu qui peut diviser, dans le sens où il a été assez clivant du fait de ses parties pris, comme tu dis, ne serait-ce que l'univers graphique, tout ça. Et donc ouais, c'est soit tu l'aimes ou soit tu le détestes ce jeu. Je pense pas que quelqu'un peut se dire ouais c'est beau Valkyrie Profile. C'est soit t'es comme ça, soit le jeu t'es passé totalement à côté. Oui, c'est vraiment soit tu adhères à la proposition, au style de JRPG de l'époque PS1, qui est pas encore dans l'ère complètement 3D, qui est avec une 2D, moi je trouve magnifique, mais qui peut diviser. Mais il y a les scènes quand t'as l'Enes qui est au-dessus de Midgard, et qui sonde le monde, tu sais, pour entendre les âmes des guerriers qui vont tomber au combat, avec la musique qui se déclenche derrière, le décor qui se met à tourner tout autour d'elle, et avec cette OST qui est extra. Moi Et du coup, ça c'est un jeu maintenant, je pense qu'il doit pas avoir loin d'une vingtaine d'années, je pense. 20 ans après, est-ce que c'est un jeu que tu pourrais encore conseiller à une personne qui est passionnée de RPG, ou c'est compliqué? Si c'est un passionné de JRPG, oui, il peut vraiment y aller, mais il faut aimer le JRPG. Si t'es pas fan de JRPG au départ, c'est en porte d'entrée dans l'univers, c'est très dur. Je pense que ça te laisse sur le carreau si t'es pas fan de ce genre-là au départ. Ouais. C'est très très compliqué. Subikun, je vais te demander un peu de concentration pour cet exercice, où, concept très compliqué, je pose une question et tu fais une réponse concise. Concise. Avec oui. Moi C'est pour ça, je précise le concise.
Donc, j'ai vu qu'à travers la Nintendo 64, tu avais quand même un petit cœur de jeu, personne de Nintendo qui battait dans ton cœur. Zelda Breath of the Wild, pour toi, définitivement un jeu culte ou survendu quand même? Survendu. Merci. Merci. Je l'ai toujours dit, hein, si on me suit sur Twitter, vous savez que c'est un jeu que je bâche régulièrement. C'est un très bon jeu. Je comprends les gens qui trouvent que c'est un chef-d'œuvre, mais je me suis ennuyé parce que c'est pas ce que je recherche dans un jeu Zelda. Le côté exploration est superbe, le gameplay est absolument extraordinaire, mais pour moi c'est une démo, une immense démo, une démo extraordinaire de 120 heures de jeu. Mais il me manque le cœur du jeu, il me manque l'histoire qui me prend de A à Z, qui me donne envie d'aller plus loin. Les sanctuaires m'ont épuisé extrêmement rapidement. Je comprends pas l'intérêt des sanctuaires, ça me donne pas envie. Les 4 donjons sont assez décevants et surtout le côté toujours qui est lié à la liberté fait que au début, moi c'est toujours quand on a un jeu où on peut vraiment aller où on veut, faire ce qu'on veut, c'est toujours extrêmement gratifiant dans les premières heures parce que justement tu peux aller où tu veux et tu rencontres de la difficulté. Et pour moi il y a toujours une deuxième partie de jeu qui devient extrêmement ennuyeuse parce que tu deviens trop fort, parce que si tu avais choisi d'aller par là au début, donc il faut que ce soit gérable quand tu es au tout début de partie. Et donc, quand tu arrives en fin de partie, tu es beaucoup trop balèze pour la zone et tu t'ennuies et tu finis par rusher le jeu au lieu de l'apprécier. Donc, pour moi, c'est clairement Zelda Breath of the Wild, c'est pas celui que je préfère, loin de là, même si je reconnais toutes les qualités qu'il a et je comprends parfaitement les gens qui le défendent en disant qu'ils ont vécu une expérience comme jamais. Mais moi, clairement, j'ai bâillé. Ouais, je te comprends. C'est dommage, Choubi, hein. T'as failli faire une réponse concise, hein. Ouais. T'as fait survendu, un silence, et je me suis dit, allez, c'est bon, on va dérouler. Et non, il a repris la parole. Et d'ailleurs, du coup... J'argumente, parce que c'est sûr, j'allais en prendre plein la tronche. Je couperai en montage, juste survendu. Bam. Et du coup, je vais continuer la digression. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce jeu, comme quoi il est magnifique, tout ça. Et je pense ce qui a pu le desservir en partie, c'est la com qui a été fait autour, parce qu'en fait, dès le début, quand il est sorti, les gens l'ont annoncé comme un jeu culte, meilleur jeu de tous les temps, tout ça. Et je pense que on peut pas donner un titre de jeu culte à un jeu au moment de sa sortie ou juste après. C'est quelque chose qui se décide a posteriori avec le temps, quand il fait ses preuves, et on décide après coup que oui, le jeu est devenu culte et il est magnifique. Je pense que sur l'instant T, on peut pas avoir le recul de se dire on n'aurait jamais eu de mieux avant. Oui. Parce que faut digérer l'expérience. Et je pense que ça com, elle a fait vendre, hein, ils ont eu raison, hein, ça a été un super carton. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas fait ce jeu et qui n'ont pas poussé l'expérience parce qu'ils ont trop entendu que le jeu était magnifique, culte, et on s'est dit, esprit un peu peut-être très français, hein, ou très critique, je suis pas un pigeon, je vais pas me laisser avoir par cette pub qu'on dit que c'est génial, quoi. C'est... Question numéro 2. Nous avons commencé cette petite interview en parlant de VR avec le casque sur Master System. Non, de 3D. De 3D, voilà, eux malheureux. La VR. Est-ce que pour toi, c'est devenu une réelle plateforme pour faire du gaming, ou c'est juste pour l'instant encore à ce stade une expérience audiovisuelle et sensorielle? Difficile comme question. Je suis quelqu'un de très exigeant et de très difficile. Ouais. Moi, sincèrement, j'aimerais vraiment que ça se démocratise, parce que les quelques fois où j'y ai joué, j'ai trouvé ça extra, mais de nouveau, il faut que les jeux soient faits vraiment en prenant en compte les spécificités de ce média, parce que tu peux pas juste mettre un mode VR à n'importe quel jeu, ça marche pas, il faut que ce soit fait spécifiquement pour ça. Et vraiment, tu vois, là, actuellement, si tu me demandes quel jeu tu veux tester aujourd'hui, moi, je te dis Half-Life Alyx. J'ai envie de voir ce que c'est. J'ai envie de découvrir la claque que ça doit être, ce truc-là. Donc, je suis intimement convaincu qu'il y a moyen d'en faire des jeux, mais ultra cultes et une immersion extraordinaire. Mais
ça demande encore un tel investissement financier, matériel et une organisation pour faire une session de jeu que ça reste les freins à tout ça et c'est dommage. J'aimerais tellement que ça se démocratise et qu'il y ait plus de studios qui s'y mettent dedans. Mais je comprends tous les enjeux financiers, forcément. Vu ce que ça te demande et si tu prends le risque de te casser la gueule en sortant de ton jeu, je comprends. Je suis d'accord. Par contre, Soubi, oui. T'as essayé de m'arnaquer un peu là parce que tu m'as fait une super argumentation. Mais je sais pas du coup si c'est pour toi quelque chose pour le. T'es fait politique là. Ouais, je viens vu. T'es ni pour ni contre, bien au contraire. Hein. Pour moi, je pense que c'est une vraie expérience de jeu. C'est pas juste du sensoriel, mais faut que les studios suivent. Il faut qu'ils sortent des vrais jeux justement dessus, quoi. Donc en gros, tu penses que technologiquement c'est prêt, c'est mature pour avoir de très bonnes expériences, mais c'est juste que pour l'instant il y a pas des studios qui ont réussi à faire quelque chose d'assez pas bon, mais d'assez optimisé en utilisant tout ce que pouvait pas mettre la VR pour faire une vraie de vrais jeux cultes sur VR. Ouais. Et je pense que surtout c'est financièrement parlant, ça reste trop inaccessible. Ouais. C'est vrai parce que je pense que le coût de développement des jeux VR ça doit coûter très cher et l'équipement à acheter est aussi un grand coût. Donc c'est vrai que je pense que les studios sont frileux de dépenser des millions d'euros pour quelque chose qui reste encore de niche, si on peut dire, dans le sens où c'est compliqué d'avoir ces consoles, quoi. Enfin, ces équipements. Et puis avec la stratégie d'Oculus ces derniers temps, avec les comptes Facebook et compagnie, je suis pas sûr qu'ils prennent la bonne voie pour t'inciter à franchir le pas, quoi. C'est ça. Bah, là, petit instant, ma life. Pour mon anniversaire, j'ai mon meilleur ami, enfin mes meilleurs amis et ma conjointe qui m'ont offert l'Oculus Quest 2. Et du coup, j'ai accepté de signer un pacte avec le diable avec Facebook, mais en contrepartie, bah, j'ai de la VR qui fonctionne bien, quoi. Ouais. Voilà. Tu sens le souffle de Marc sur ta nuque ? C'est ça. Je sens dès que je dis quelque chose ou que je regarde quelque chose que ça va tomber dans ma liste d'achat en suggestion sur Facebook, tu vois. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos questions. Le JRPG, donc on a parlé de Chrono Trigger, on pourrait parler de Final Fantasy VI, des jeux vraiment cultes à l'époque de la 2D. Est-ce que tu penses que depuis le passage à la 3D, on a un peu perdu la magie du RPG, du JRPG? C'est plus pareil, clairement. Je regrette cette époque des JRPG 2D SNES et PS1, où c'était au top du top. Après, il y a eu des très très bons JRPG 3D qui sont sortis, magnifiques, etc. Mais pour moi, je finis toujours par me débrouiller pour sortir un vieux JRPG SNES ou PS1. J'ai besoin de ça, et c'est pas les Octopath Traveler qui me contentent. On te fait croire qu'on va te faire un JRPG comme t'avais aimé à l'époque, graphiquement parlant, mais après ludiquement parlant, c'est pas ça, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et ça rejoint un peu une discussion que j'avais eue avec quelqu'un d'autre, où maintenant, enfin à l'époque de la 2D, on essayait de créer un univers avec des limites techniques qu'on avait. Et du coup, on est obligé d'être créatif. Donc on était créatif sur le scénario, sur l'histoire et sur les techniques pour scénariser tout ça et les mettre en place dans un jeu. Et maintenant qu'on a, pour ainsi dire, plus de limites techniques, la seule limite c'est l'imagination. Et du coup maintenant, j'ai l'impression que les studios, ils sont pas dans une paresse, mais dans des automatismes, des mécaniques qui sont très bien huilées. Et du coup maintenant, tu perds de l'âme dans le sens où maintenant tout peut se faire de manière planifiée et on a tous les outils pour le faire. Donc l'imagination du coup elle va en deçà et peut-être pour ça qu'on perd un peu d'âme dans le jeu vidéo, quoi. Et c'est horrible à dire, et surtout que je parle en jugeant, en n'ayant pas joué au jeu puisqu'il est de toute façon pas encore sorti ou quoi que ce soit. Mais en toute franchise, quand il y a eu l'annonce de FF16 là récément, ça m'a laissé complètement de marbre. J'ai vu le trailer, j'avais l'impression de voir un MMO coréen standard sans il y a pas de DA, il y a pas d'âme dans ce que j'ai vu. T'as l'impression de voir quelque chose que j'ai déjà vu
25 fois, comme je dis, surtout dans les MMO. Et ça se trouve, le jeu va être extraordinaire, l'histoire va être super cool, machin ou autre, mais il y a rien qui m'appelle pour me dire allez viens, tu vas voir, ça va être chouette quoi. On est obligé de jouer justement sur le sentimentalisme avec des FF7 remake ou autre pour dire allez regarde, le JRPG à l'ancienne n'est pas mort et même si on le remake c'est cool, mais là dans ce qui sort c'est pour ça que moi ces derniers temps j'avais plus kiffé toutes les propositions de VanillaWare avec leur 2D absolument extraordinaire, etc. Même si ça reste différent et surtout du action RPG plus que du JRPG, mais ça me, tu vois, que ce soit Muramasa, Odin Sphere, Dragon's Crown, etc. Au moins j'avais plus l'impression de retrouver que je cherchais à l'époque des JRPG consoles que des jeux plus récents. Même comme je dis, j'ai très envie de faire Dragon Quest 11 ou Persona 5. Mais je sais que je vais adorer, je vais passer un très bon moment, mais il y a adorer et il y a en gros atteindre le moment où bien sûr, c'est le plus quoi, ça te marque, tu sais que tu oublieras pas quoi. Je ne peux qu'être d'accord avec toi. Tu vois, genre si tu me dis quel jeu j'aimerais refaire, tu vois, j'ai pensé à des jeux de PlayStation, de Super NES, voire même de Mega Drive, et je te dirais jamais tiens, je referais bien ce jeu sur PS3. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas aucun, mais j'ai très peu de jeux récents qui m'ont marqué au point de voir les refaire souvent, tu vois. Et puis là on parle de JRPG, oui. C'est genre oh j'ai très envie de me refaire Infinite in Discovery sur 360. Ouais. J'ai très envie de, enfin je veux dire pareil, pendant longtemps on a passé notre temps à bâcher à sa sortie Lost Odyssey en disant oh franchement c'est décevant par rapport à ce qu'on avait avant, sauf que finalement quand tu fais le bilan tu dis bah c'est peut-être ce qu'on a eu de mieux, donc réhabitons-le un petit peu parce que finalement ce qu'il y a eu derrière c'est pas si foufou. Je veux dire c'est pas à l'époque vraiment la 360 ça a commencé à me faire mal à mon JRPG quand je voyais The Last Remnant, je voyais Infinite and Discovery, je voyais même les Star Ocean qui sortaient. C'est là que t'as vu le tournant qui était pris, c'était pas pour toi quoi. Ouais. Alors sachant que bon par exemple Star Ocean, j'ai jamais été trop fan de Star Ocean au départ. Mais ouais, c'est bête à dire, mais un bon vieux Fantasy Star, ça me, tu sais que ce soit le 1 sur Master System ou le 2, 3, 4 sur Mega Drive, qui est, même si graphiquement c'est pas beau, faut appeler un chat, oui, c'est pas beau, mais il y a un truc dedans, il y a vraiment une âme qui en ressort et j'ai plus envie de refaire ça. Et là, c'est pas une question vraiment de passionné de rétro gaming pur et dur, dans le sens où il y a des jeux dans d'autres genres où j'ai absolument pas envie de refaire les jeux de l'époque. Je préfère largement les propositions qu'on a aujourd'hui. Mais pour tout ce qui concerne vraiment le JRPG, le fait de raconter des histoires, il y a quelque chose qui, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a en termes narratifs, en termes ambition. Alors soit c'est parce qu'on a tout vu et qu'on est plus surpris. Mais il y a quelque chose qui s'est perdu en chemin. Là, on a vu des questions très simples où tu as très peu argumenté. Maintenant, on va parler de choses beaucoup plus pointues. Pokémon. On est d'accord pour dire que Carapuce, c'est le meilleur starter. Non. Eh bien, merci pour cette petite interview. Aïe aïe aïe, Soubi, t'avais fait 100% depuis le début, je me suis dit ce mec est génial, et là, paf, non, qu'est-ce qui se passe? Moi. Ah là là. Qu'est-ce que je peux dire à ça? Je sais pas. je suis obligé d'acquiescer, faire un petit sourire et continuer professionnellement. Non, en vrai, tant que t'es pas team feu, ça va. Bon, je suis désolé, mais faut vraiment qu'on reparle de Chrono Trigger. Et ça va pas être une question. Ça va être à toi de faire un petit exercice très simple. Tu vas devoir me faire un speech pour me convaincre de ne pas jouer à Chrono Trigger. De ne pas jouer à Chrono Trigger ? Oui. tu veux me tuer, toi ? Comment tu veux que je te vende, enfin que je te vende pas Chrono Trigger ?
sais même pas comment le faire. Ouais, Chrono, c'est un JRPG à l'époque où il y avait déjà plein d'autres JRPG, dont un magnifique FF6, donc c'est pas forcément très intéressant à voir. Alors après, on est avec Team Toriyama, donc il faut accrocher au design type DBZ, quoi. Si t'es pas fan, forcément, c'est compliqué. Ça va pas te parler. On est sur le traditionnel héros qui parle pas. Donc quand on te raconte l'histoire et que le héros il est incapable de sortir de mots, bon c'est pas très palpitant, quoi. Pas très loquace. Pas très loquace. Et puis le jeu est finalement assez court, hein. Tu peux le rusher très vite. Voilà. Donc au final, t'en as pas pour ton argent, quoi. Un jeu comme ça se finit en combien de temps à peu près? En général, vraiment, quand tu connais pas le jeu, première run, t'es entre 20 et 22 heures à peu près. Ah oui, c'est pas fou. C'est un petit JRPG, sachant qu'après, quand tu fais des New Game Plus, alors là, tu le rushes en mode Mir Express, quoi. Ça va très très vite. Voilà, après... Donc si tu veux en avoir pour ton argent, vaut mieux aller sur d'autres jeux de l'époque, comme un bon Super Mario World, où là, tu pourras t'amuser avec toute ta famille, quoi. Oui, tu me fais mal au cœur, mais oui. Eh bien, écoute, Soubi, je te remercie beaucoup. J'ai failli me dire que j'allais me lancer une run de Chrono Trigger, mais là, définitivement, tu m'as convaincu. C'est terrible. Cette petite interview se termine tout doucement. Parlons du coup actualité. Soubi, du coup, on te retrouve bientôt pour la nouvelle saison de la case rétro. Oui, qui arrive très prochainement. Oui, j'espère. D'accord. Oui, d'ailleurs, j'avais fait une pause en saison 9 où j'ai été très très peu présent. J'ai dû faire une ou deux émissions à tout casser, je me rappelle même plus. C'est dû au contexte assez difficile, que ce soit personnellement et financièrement parlant. Et donc là, cette année, je reviens comme habituellement, donc je serai beaucoup plus présent sur les épisodes. C'est juste que on a du retard au démarrage là cette année. Je pense qu'on se met tellement la pression sur la saison 10, ça y est, parce qu'on devient nous-mêmes rétro selon notre définition. Bah oui, ça y est. Hein. Donc ça va arriver. Il y a du lourd encore qui a été sélectionné. C'est juste qu'il faut il faut se lancer maintenant. Bien sûr. Et du coup, je suppose, avec ton grand retour, il y aura peut-être un peu plus de JRPG et Pimi se sentira peut-être un peu moins seul dans cette catégorie. J'espère. J'espère. Faut arriver à faire du lobbying pour le JRPG. Ouais, mais c'est difficile. Hein. Vous n'êtes pas en majorité. Hein. Ça fait 10 ans que je bataille. Je suis déjà content qu'on ait réussi à en aborder quelques-uns. Hein. Mais non, c'est compliqué. Hein. C'est quand les autres sont pas fans. C'est un genre qui est tellement à part. Écoute, Subikun, c'était vraiment un plaisir de pouvoir t'accueillir, te recevoir dans cette petite interview. J'ai très hâte de pouvoir t'écouter à nouveau dans mes oreilles, mais cette fois-ci sur les podcasts de la saison 10 de la case rétro. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites interviews. Si vous avez des questions à poser à Soubi ou à moi-même, clic, tu tapes ça dans les commentaires. Si t'as aimé le contenu, et d'ailleurs même si tu l'as pas trop aimé, je t'encourage quand même à mettre un pouce bleu, à partager mon contenu et à t'abonner. En attendant, moi je te dis à très bientôt YouTube, et Subikun, encore une fois merci de t'être prêté au jeu de la petite interview. Merci à tous. Salut.